Tu dis, bon, je vais prendre le temps de me recentrer. Fort. Et tu fais un des plus gros tournois de la région. C'est ça. Des Hauts-de-Seine, en tout cas, à ce Des moment-là. Hauts-de-Seine. Ouais. Tu passes sur les radios, les télés, les ci, les ça. Ouais, c'était Et pour toi, c'est ralentir. Bah, en fait, à ce moment-là, je me dis, je vais faire autre chose. Et j'étais dans un délire de kiff. Moi, je me rendais pas forcément compte de ce que je faisais. J'étais surveillant au collège. Et à la base, le tournoi, les petits qui vont regarder cet épisode-là, les petits de 3e, 4e de cette époque-là, ils savent pourquoi j'ai fait ce tournoi-là. En fait, je l'ai fait pour eux. Comme j'étais au collège, et c'était méga sûr, en fait. C'est-à-dire que je leur ai dit, les gars, je vais vous faire un tournoi. Tu vois. Salut à tous, donc bienvenue sur Balle au Centre, épisode un peu spécial. C'est le premier podcast qu'on a sorti, excusez-moi, en 2 épisodes. Donc voici la seconde partie. Enjoy. Il me rappelle, il me dit, ouais, il y a un joueur là qu'on doit aller voir. Il s'appelle Yacine Fortuné. Il y a Arsenal qui le veut, il y a tous les clubs et tout ça. Je t'expliquerai. Rendez-vous demain à l'aéroport de Charles de Gaulle. Il me dit, par contre, viens pas en jogging. Tu vois pas, je suis arrivé, j'étais frais. Tu vois, une petite paire de Prada, tout ça et tout. J'étais frais de ouf. On dirait que j'avais fait ça toute ma vie, tu vois. J'arrive et tout, costard et tout. Aéroport, et c'est là où je capte vraiment dans quoi je suis tombé. Tu vois, je vois en fait les gros patrons de l'agence en question, là, qui est la plus grosse boîte d'agents dans le monde en vrai. À ce moment-là, moi je le sais même pas. Et je capte juste à l'apparence, Ça rigole plus. Je capte Avec que des gros poissons. Ouais, je capte que je suis tombé dans un vrai truc. Et là en fait, je me dis ok, d'accord, c'est là. Là, je suis dedans, c'est réel, tu vois. Et du coup, on va chez la famille du joueur. Pour l'ironie du sort, j'étais dans le coffre de la voiture. Enfin, c'était une grande voiture et il n'y avait pas de place. Frérot, je suis Dans les plus de 5 personnes. je suis donc, la dernière roue du carrosse, moi. C'est-à-dire j'étais derrière les sièges. Tu vois, j'étais en boule comme ça, laisse tomber. Et du coup, on fait le rendez-vous chez le joueur. Et c'était moi qui avais appelé la famille, tu vois. Qui avait appelé la famille. Toujours le même truc un peu. Genre, voilà, je vais venir vous rencontrer. Je travaille pour une boîte anglaise. Bon, vous avez un agent, mais on va venir, on va discuter, etc. C'est assez important et tout ça. Et en plus, c'est après qu'en fait, je comprends que Lens est en train de couler. Ils ont besoin ils devaient se faire racheter. Ils se font pas racheter, donc du coup, ils doivent vendre des joueurs. Parce que sinon, la DNCG, en gros, va les faire descendre, ouais, etc., reléguer administrativement et tout. Donc du coup, Yacine étant le meilleur joueur de son âge, de l'équipe de France. Il faut le sacrifier et le vendre. En gros, il faut le vendre. Donc du coup, je tombe dans... En fait, sans le savoir, c'est avec le recul que je le sais, je suis dans une opération pour sauver le RC Lens, tu vois. Et en fait, moi, à ce moment-là, je suis dans un mood où le joueur, il est trop fort, tu vois, j'ai découvert une pépite, truc de ouf, j'ai 19 ans, je suis dans un truc... Ouais, toi, t'es là, mais au début, t'es pas conscient. Non, archi pas. Mais jusqu'à la fin, je suis pas trop conscient du truc. Je suis conscient juste qu'il y a peut-être un truc de ouf qui va m'arriver, c'est-à-dire que je vais faire un transfert à des millions d'euros, et que j'ai 19 ans, tu vois, et qu'il n'y a personne qui est au courant. Et comment l'histoire se termine ? L'histoire, elle se termine que le joueur, il finit par signer Arsenal. Moi, j'ai géré toute la relation entre la famille, les agents, etc. C'est une année qui a été... C'était même 1 an et demi, voire 2 ans, qui ont été très, très enrichissantes, parce que c'est dans cette année-là que j'ai appris à parler anglais. Parce que j'avais pas le choix, en fait. Je savais pas du tout parler anglais, j'avais les bases de l'école, mais là, je parlais tous les jours anglais avec eux, etc. Donc j'ai appris à parler anglais, j'ai appris ce que c'était le foot. J'ai tout vu en fait, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans. J'ai vu tout ce que je devais voir, aussi bien le bon que le mauvais, tu vois. Et à la fin, je passe à côté d'une très grosse somme, parce que étant donné que j'étais très jeune, j'avais pas d'expérience, j'avais pas forcément fait le nécessaire pour pouvoir être payé, tu vois. Donc quand je parle du mauvais, je parle de ça. Donc en gros, t'as bossé pour rien. Enfin, en fait, à ce moment, t'as rien gagné. J'ai rien gagné, mais dans ma tête, j'avais beaucoup gagné. Tu sais, je suis quelqu'un d'hyper optimiste. Ça veut dire que même quand j'ai perdu beaucoup d'argent, à ce moment-là, comme je ne le faisais pas pour l'argent, j'étais content d'avoir emmagasiné autant d'expérience. Parce que je me disais, ce que j'ai appris là, c'est ce que j'aurais peut-être appris dans 10 ans en faisant un coup par-ci, un coup par-là, un coup par-ci, un coup par-là. Et moi, je le voyais vraiment comme une formation accélérée. Le fait d'avoir perdu énormément d'argent, parce que c'était énormément d'argent, à mon âge ou bien même aujourd'hui, ça reste énormément d'argent, ça m'a pas atteint de ouf, tu vois. Ça m'a... Pourquoi aujourd'hui t'es pas agent ? Parce que... En commençant aussi tôt, aussi fort. Parce que je suis pas agent aujourd'hui parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. J'aimais plus trop, en vrai. Tu sais, ce côté où tu dois pas mentir. Si c'est ça, en vrai, tu dois un peu mentir ou bien... Et on en revient un peu, j'avais la même sensation que quand j'étais dans le foot. Ce truc de garantie, tu vois. J'avais pas la garantie que j'allais pouvoir en vivre
Là, tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que j'avais vu que même si tu avais un joueur ou deux, bah forcément, tu touchais une com, mais après derrière, il faut se verser un salaire, les trucs, il faut remettre dans les frais et tout, tu vois, je faisais des calculs. Et je me disais, non, il faut que je trouve autre chose, tu vois, il faut que je trouve autre chose, et peut-être plus tard, là, je suis plus dans le peut-être plus tard, mais à un moment donné, non, à un moment donné, j'arrête. Tu vois, à un moment donné, j'arrête, je me ressente un peu plus sur moi, parce qu'à ce moment-là, je suis très jeune, Mhm. et, euh, et en fait, je me dis qu'il faut juste que je pense à moi, tu vois. Parce que quand tu es agent, tu penses beaucoup aux autres. Tu vois. Tu penses beaucoup aux autres, tu es un peu assistante sociale, c'est un truc un peu hybride, tu vois, tu fais beaucoup de choses en même temps. Et j'avais que 19 ans, tu vois. Mhm. 19, 20 ans, 21 ans. Ça veut dire qu'à ce moment-là, non, t'as vu, je me dis, faut que je pense un peu à moi, tu vois. Et donc, tu décides d'arrêter. Je décide d'arrêter. Et en fait, j'accomplis un objectif qui aujourd'hui me ravit toujours autant. Je fais signer professionnel mon meilleur pote, Mickaël. Tu vois, Mickaël Malsa. Je le fais signer professionnel de Sochaux à Anvers. Une histoire rocambolesque qu'on va pas détailler dans le podcast, sinon il va faire 1h30. Mais j'étais content, tu vois, j'étais content et je pars entre guillemets sur cette bonne note-là. Le sentiment du travail accompli. C'est ça. Donc du coup, après, je me dis, bon, faut que je me recentre un peu plus sur moi. Je suis allé vite. Faut peut-être que je revienne à mes fondamentaux. Et en vrai de vrai, j'arrête pas parce que j'en ai marre. J'arrête parce que je veux me reconcentrer et je veux repartir de plus belle. En fait, tout ce que j'avais pas fait, c'est-à-dire potentiellement créer une société, avoir la licence d'agent, etc. Bah, je me dis, bon, bah, je vais arrêter. Ça sert à rien d'aller vite. Structure Tranquille, Hassan, arrête d'être dans la quête de record. Reviens un peu en arrière, restructure-toi et tu repars. Et en fait, quand j'essaie de me restructurer, je fais un tournoi dans mon quartier, tu vois, enfin dans ma ville, et j'y prends goût, tu vois. J'y prends goût et après, je lâche plus. C'est un tournoi associatif, C'est un tournoi, en fait, j'avais souscrit à un truc qui s'appelle le contrat nantérien de réussite, en fait. À ce moment-là, j'étais en pleine de reconstruction, tu vois, parce qu'il m'est arrivé un grave accident au mois d'août 2016. Et ce grave accident-là, que je ne vais pas détailler non plus, me permet de me recentrer sur moi-même. En vrai de vrai, c'était ça. J'ai eu un truc assez grave en 2016. Et là, je me dis, tranquille. mollo. Tu vois, la vie, il n'y a pas besoin d'aller vite. Tu vois, tranquille, recentre-toi un petit peu, refais-toi une petite santé, parce que j'avais plus d'argent. Va travailler, tu vois. Le foot business, c'est bien, mais va faire des petits foot avec les petits, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, je veux repartir de zéro. Donc, du coup, dans ma vie, il y a pas mal de choses. Et à ce moment-là, il y a un truc qui s'appelle le contrat d'intérêt de réussite, CNR, où tu vas et te finances une formation. Et la formation que je me suis fait financer, c'est des cours de droit. Moi, j'étais déjà à la fac à ce moment-là, mais j'avais arrêté. J'étais en droit. Et du coup, en fait, je veux repartir. Je veux refaire une formation, je veux repartir en droit et tout. Je me remets en selle, tu vois. Je reprends du bagage, mais plus dans la théorie. La pratique, c'est bon, j'avais fait. Je repartais un peu plus dans la théorie. Il fallait juste structurer, quoi. Et en fait, il me demandait une contrepartie à ça. Au fait qu'il finance des livres, etc. et tout. C'était assez cher. Et la contrepartie, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un petit tournoi, tu vois. Et ce qui paraissait petit pour moi, bah, en fait, pour les jeunes de ma ville ou pour les gens même en général, c'était énorme, en fait. Parce que tu connais, la quête de l'excellence, donc j'ai pas fait un petit tournoi. J'ai fait passer le tournoi à la radio, sur Génération. Tu sais, je suis allé loin, tu vois. Tu vois. Donc, et je me rappelle, la mairie me demandait de temporiser, donc, tu vois. attends, mollo, déjà ralenti. Faut pas aller vite. Tu finis un truc de barjo en tant qu'agent. T'as un accident. Tu dis, bon, je vais prendre le temps de me recentrer. Fort. Et tu fais un des plus gros tournois de la région. C'est ça. Des Hauts-de-Seine, en tout cas, à ce Des moment-là. Hauts-de-Seine. Ouais. Tu passes sur les radios, les télés, les ci, les ça. Ouais, c'était Pour toi, c'est ralentir. Bah, en fait, à ce moment-là, je me dis, je vais faire autre chose. Et j'étais dans un délire de kiff. Moi, je me rendais pas forcément compte de ce que je faisais. J'étais surveillant, collège. Et à la base, le tournoi, les petits qui vont regarder cet épisode-là, les petits de 3e, 4e de cette époque-là, ils savent pourquoi j'ai fait ce tournoi-là. En fait, je l'ai fait pour eux. Comme j'étais au collège, et c'était méga sûr, en fait. C'est-à-dire que je leur ai dit, les gars, je vais vous faire un tournoi. Tu vois, on va bien s'amuser, tout ça, on va faire un pet de trucs et tout. Et c'est un projet qui t'a permis de te reconstruire aussi mentalement. Et... De ouf, ça m'a fait trop du bien parce que je sortais d'un truc très grave, tu vois. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, tu sais, j'étais beaucoup dans l'humain, dans l'affect, etc. Je repartais de zéro, tu vois. Et à la base, je voulais faire kiffer les petits de mon collège, tu vois. Et t'as réussi à le faire. Et derrière, il y avait 700 personnes. Le tournoi est passé sur Génération. J'ai eu des maillots de plein de joueurs, plein de dédicaces. J'avais Uncut à l'époque qui m'avait donné des trucs. Laisse tomber, tu vois. C'était un truc de ouf. Genre, jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils m'en parlent encore de ce tournoi-là. Ils veulent le 2.
Mais moi, je dis, c'est comme Scarface, tu vois. S'il y a le 2, c'est pas bon, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Faut rester sur le 1. Les 2, c'est pas bon, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, du coup, après, derrière, je fais ça. Et après, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne et c'est devenu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et c'est ce qui débouche sur ce que tu es aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Donc, l'associatif, l'événementiel. Exactement. Et les médias. Exact. C'est un bon résumé pour toi ou... Et le marketing. Et le marketing. Exactement. Donc, après tout ça, on va passer à entre guillemets, ta vie actuelle. Comment tu deviens directeur de ProDirect Soccer, qui est un site que tout le monde connaît? Ça vient par l'intermédiaire de... En fait, je rencontre ProDirect Soccer sur une activation. À ce moment-là, je suis surveillant au collège. Et c'est Bernard Messi, le fondateur d'Ampulstar, qui m'appelle et qui me demande de venir pour une activation. Je comprends pas trop. Je sais juste que demain, il y a un truc avec ProDirect. Pourquoi il t'appelle toi? Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà commencé à faire des petits trucs. J'avais déjà commencé à faire... j'avais fait mon tournoi. J'avais fait, entre guillemets, un gros tournoi avec Nike dans mon quartier où j'avais dessiné le terrain moi-même. Ça avait bien marché, tout ça. C'était la plus grosse qualif, entre guillemets, pour Nike dans les quartiers. Et du coup, j'avais fait un terrain, j'avais dessiné le terrain. Enfin bref, laisse tomber. C'était lourd. Et donc, du coup, j'avais commencé à faire mon petit nom comme ça, dans le milieu de l'événementiel, marketing, etc. Et du coup, il m'appelle. Il me demande de venir. C'était pour une opération. À ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est. Je sais juste qu'il y a le PSG dedans, mais je ne comprends pas trop. Moi, ce que je retiens, c'est ProDirect Soccer. Tu vois. Et à ce moment-là, je sais que ProDirect Soccer commence un peu à s'implanter en France. Donc, je me dis, c'est bien et tout, tu vois. Et du coup, le lendemain... Non, il me dit, est-ce que tu as le permis ce soir-là? Je dis, ouais, j'ai le permis. En fait, je devais conduire une voiture ce jour-là. Donc, moi, je lui dis, vas-y, pas de problème et tout. J'y vais. Et du coup, ce jour-là, en fait, c'était, il avait imaginé une OP où il devait livrer plusieurs influenceurs, entre guillemets, qui étaient fans du PSG et leur donner le nouveau maillot. Je crois que c'était la première fois que le PSG faisait la collab avec Jordan. C'était à ce moment-là. D'accord, ok. C'était il y a 3 ans ou 2 ans. 3 ans. Et donc, du coup, il leur donne les maillots, etc. Et du coup, moi, je conduisais. Tu vois, c'était un espèce de GLC customisé PSG. Et donc c'est là où t'étais le livreur, entre guillemets. C'est ça, j'étais le livreur. Et on peut retrouver des vidéos, je suis en train de livrer les gens et tout ça et tout. Et du coup, à ce moment-là, je fais la rencontre de celle qui travaillait pour ProDirect en France, qui s'appelle Agathe, Agathe de Couleur de la Fontaine. Et en fait, on passe la journée ensemble, on discute. Et en fait, je lui raconte ce que je t'ai raconté juste avant. Ok. Je lui raconte tout mon parcours. Tout mon parcours, tu vois. Et du coup, il s'avère qu'on a des connexions en commun. Je lui parle d'Adidas parce que j'avais bien entendu fait signer des joueurs chez Adidas ou chez Nike. Donc, elle a travaillé chez Adidas auparavant. Donc, je dis, chez Adidas, j'ai déjà travaillé avec un tel, tu vois. Des connaissances en commun, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, quand je dis que je travaillais dans la boîte anglaise, je lui dis le nom du mec qui faisait les contrats. Tu sais, c'était hyper cohérent, c'était réel. Et du coup, elle s'est renseignée un petit peu sur moi aussi. Et du coup, on lui avait donné, je pense, des bons échos. Et derrière, elle a voulu continuer avec moi. Ensuite, après, j'ai fait même des photos pour ProDirect. J'étais mannequin, frérot. Tu vois pas. J'ai été mannequin, j'ai fait des photos. Mais en fait, moi, quand j'y allais, j'avais mon objectif, tu vois. Quand j'allais faire les photos, j'y allais vraiment parce que je voulais la rencontrer, parce que je voulais parler avec elle. Donc, du coup, en fait. Toi, c'était un prétexte pour. De ouf. Construire je voulais pas devenir mannequin. Ça n'a jamais été dans mes plans, ça. Tu vois pas. Jamais de la vie. Mais, par contre, j'y allais parce que je me dis, bon. Sinon, je vais pas lui parler, tu vois. Donc, du coup, j'y allais et elle s'en rappellera. Tu vois, j'étais relou. C'est-à-dire qu'en fait, on shootait. Ouais, sinon, elle me disait, concentre-toi et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, j'étais dans ce mood-là, tu vois. Et du coup, je jouais mon va-tout de ouf, tu vois. Et derrière, elle a fini par me proposer quelque chose. Je l'ai harcelé pendant très longtemps. Je lui ai montré, etc., que j'étais encore dedans. Et Dieu merci, par la suite, j'ai continué à faire des choses. Donc, du coup, ça m'a aussi crédibilisé parce que je parlais pas dans le vent. Donc, à la suite de ça, j'ai continué à faire des belles choses, etc. Et t'as grimpé les échelons de... Du coup, voilà, j'ai continué. Et je signe en juin 2019. Je signe mon premier contrat en juin 2019. Et en juillet 2019, je fais ce qui est l'une de mes plus grosses expériences avec Nike. Le lancement de la nouvelle paire de crampons d'une paire de Nike dans mon quartier où il y avait Jadon Sancho, etc. Et donc du coup, c'était une grosse période. Juin, j'ai signé. Juillet, j'ai fait ça. Et donc du coup, derrière, j'ai continué. Et ProDirect, après, j'ai mis la gomme. J'ai mis la gomme et... Et eux, ils étaient satisfaits du travail. Ouais, ils étaient satisfaits. Et donc du coup, aujourd'hui, ça continue. Ça continue et j'en suis très content. Donc 2019, t'es salarié pour la première fois? Ouais, pour la première fois dans le monde du foot, en tout cas. Dans le monde du foot, ouais.
tu peux te dire, voilà, j'ai mon salaire qui tombe, tranquille, je vais me poser, kiffer mes week-ends, mes ci, mes ça. Et c'est là qu'on se rencontre. Ouais. Et que tu me parles d'un truc, d'un projet, Vista. Ouais. Ouais, je t'en parle, c'était pendant le confinement, je crois. Exact. Pendant le confinement, et je t'en parle, à ce moment-là, j'ai tourné 2 vidéos, je crois. Ouais. À ce moment-là, j'ai tourné 2 vidéos, et Vista, ça vient aussi, c'est aussi grâce à 2 personnes. Agathe, celle de ProDirect, qui, dès qu'elle m'a recruté, même avant qu'elle me recrute, quand on parlait là, tu sais, sur les shoots et tout ça, elle me disait, il faut absolument que tu incarnes quelque chose. Tu vois, et moi, je comprenais pas, tu vois. Je disais non. Et comme moi, je me suis formaté dans ma tête à devenir agent depuis que je suis petit, en fait, je me suis jamais imaginé devant une caméra depuis que je suis petit. Toujours été derrière. C'est-à-dire que même quand il y avait un clip dans mon quartier, j'étais pas devant la caméra. J'étais toujours derrière, tu vois. Parce que, tu sais, je pensais, ouais, je suis agent, donc je peux pas être dans un clip, tu vois. J'ai jamais fait de crête, tu vois. Jamais... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Jamais fait de teinture blonde, tu vois. C'est-à-dire que j'ai toujours été... Si j'en ai déjà fait à l'époque où j'étais joueur, tu vois. Mais dès que je me suis mis dans le mood agent, je me suis jamais imaginé faire ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, là, tu vois. C'est-à-dire parler, raconter ma vie, ou bien faire des interviews, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, quand elle me parle chinois. Tu vois, quand elle me dit, ouais, et tout, faut que tu incarnes quelque chose, et tout, nanani, nanana, t'as une histoire, elle est forte, t'as une proximité avec les joueurs, et tout. Et moi, je comprends rien. Je dis, non, tu vois, c'est impossible, tu vois. Moi, je suis un mec, je suis dans les coulisses, tu vois. Je suis derrière, moi. Je suis derrière, je suis à l'ombre, tranquille, tu vois. Fin, tu vois ce que je veux dire. Et la deuxième personne? La deuxième personne, c'est quelqu'un qui est très proche de ma famille, qui s'appelle Taboulé, que je remercie énormément, qui me tire un peu les oreilles pendant le confinement, parce qu'avec ProDirect, j'avais commencé à faire des interviews, et je les avais pas pris à la légère, mais je ne voyais pas d'avenir en moi dans ça. Tu vois, je les avais fait, j'étais content de les faire, c'était avec Gana Gueye, c'était un peu fou ce que je dis, hein, mais j'avais fait des interviews avec Gana Gueye, N'Golo Kanté, etc. Et donc toi, tu fais Gana Gueye, N'Golo Kanté, machin, et tu te dis, bon, c'est pas ça que... Non, mais j'étais en mode, c'est le travail qui m'a demandé de faire ça, donc je le fais. J'étais pas en mode... Mais tu vas pas plus loin que ça à ce moment-là. Non. Dans ma tête, c'était... la chose prévaut sur ma raison, tu vois. Tu vois, moi, dans ma tête, c'était non, j'ai pas envie. Mais en vrai, le truc, il était tellement fort que, en vrai, Hassan, ce que tu penses, en vrai, ça veut rien dire, tu vois. Donc, du coup, moi, j'écoutais un petit peu les avis. J'ai sondé beaucoup de gens. Ouais, tu penses que je devrais le faire et tout. Et tout le monde me disait, t'es un fou, pourquoi tu le fais pas? Donc, du coup, je l'ai fait. Ça s'est plutôt bien passé. Et derrière, je croise mon Taboulet, que je considère comme mon cousin, entre guillemets. Et il me parle, et lui, en fait, il est très content, tu vois, il est très enthousiaste. Il voit que j'ai commencé à faire des interviews, des trucs et tout, tu vois. Et il me dit, c'était pendant le confinement, le dur. Et pour la petite anecdote, on était à Leclerc, tu vois, sous gants, laisse tomber, tu vois, confinement de ouf. Et il me dit, ouais, ça se passe, les interviews et tout ça. Et du coup, moi, à ce moment-là, je lui dis, ouais, non, en fait, moi, je le bascule sur mon vrai taf, tu vois. Ouais, et tout, les interviews, c'est cool et tout. Mais tu sais, sur l'interview, quand j'ai fait l'interview, j'ai géré tout le shoot, tu vois. J'ai géré toute la partie prod et tout. Ouais, tu te vends en tant que salarié. Tu vois ce que je veux dire? Ta tâche de salarié. Ouais, je suis content, moi, d'avoir fait ça, tu vois. J'ai géré toute la partie marketing et tout, les réseaux, les trucs, nanani, nanana et tout. C'était cool et tout, tu vois. Et à la fin, j'ai fait l'interview. Et il me dit, ouais, du coup, c'est quoi la prochaine et tout ça et tout? Il est intéressé que par l'interview. Ouais, de ouf. Il voit un truc que moi, je vois pas, tu vois. Et moi, je lui dis, la prochaine, je sais pas, tu vois, il y a le Covid, où je devais faire un truc là et tout, mais ça s'est arrêté, tu vois. Ça s'est arrêté et tout. Donc, bon, on va voir et tout. Moi, j'ai hâte de reprendre les shoots et tout, mais bon, les interviews, je sais pas, tu vois. Je sais pas si au prochain shoot, il y aura une interview, tu vois, mais. Et il me dit, mais tu t'en fous, quoi. Je lui dis, non, même pas et tout, tu vois. Mais en gros, tranquille, tu vois, c'est pas mon délire, ça. Et là, il pète un câble, tu vois. Il me dit, comment ça, c'est pas ton délire? T'as fait une morale. Ouais, il m'a fait une leçon de moralité, comme on dit dans les quartiers maintenant. Et il me fait une leçon de morale et il me saisit, tu vois, tu sais, il me secoue un peu, tu vois. Il me dit, t'es un ouf, tu vois. Il me dit, t'as déjà vu beaucoup de mecs qui ont 24 ans, tu vois, Renois ou pas, mais qui ont 24 ans, sans école de journalisme, qui font des interviews avec N'Golo Kanté. Il y a même des journalistes qui l'ont jamais fait, tu vois. Et moi, du coup, je lui dis, ouais, mais d'accord, mais c'est le taf, tu vois. Et tu sais, moi, comme j'ai baigné dans le foot très tôt, tu banalises les choses. Et comme j'ai vu beaucoup de choses, tu vois, on en parlait en off, des histoires où j'ai vu Mourinho, ou quand, à 19 ans, quand je fais le transfert de Yacine Fortuné, forcément, j'ai vu Arsène Wenger, rendez-vous avec lui, etc. En fait, moi, quand je fais ça, donc aujourd'hui, ça m'aide parce que je suis pas impressionné quand je vois un joueur, parce que c'est quelque chose que je vois depuis longtemps, mais le truc, je le banalise un peu, tu vois. C'est-à-dire que quand moi, je fais Kanté, ou quand je fais Gueye,
je l'ai fait, mais je passe à autre chose directement, tu vois. Tu sais, je suis pas... T'es pas hypé. C'est ça, tu vois. Et du coup, lui, il est grave hypé, tu vois, et moi, je comprends pas. Et il me comprend pas non plus, tu vois. Et en fait, je crois qu'il a pris ça pour de l'arrogance, tu vois. Donc, du coup, il me fait une leçon de morale. Et il me fait, t'es un ouf. Il y a plein de gens qui rêveraient de faire ça. Il y a des journalistes qui l'ont jamais fait, tu vois. Toi, tu as quelque chose, tu vois. Tu représentes quelque chose, tu vois. Tu nous représentes tous, là, quand tu fais ça, tu vois. Et en fait, il me fait comprendre qu'en faisant ça, c'est beaucoup plus que de faire une interview. Il me dit, il y a un message derrière qui est fort, tu vois. Et en fait, je me rappelle aussi des paroles d'Agathe qui me disaient, il faut que tu incarnes quelque chose, tu vois. Et en fait, je me rends compte que, tu vois, en fait, là, ça vient. Et en fait, je me rends compte qu'il faut que j'incarne tu vois, Agathe, elle me l'avait dit un jour, elle me disait, il faut que tu incarnes un peu l'impossible, tu vois. Et en fait, si tu incarnes l'impossible, bah, en fait, l'impossible, il devient possible, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Elle m'avait dit, plus tu vas faire des choses qui paraissent impossibles aux yeux des gens, et bah, plus tu vas les rendre possibles, parce que si tu l'as fait, tout le monde peut le faire, tu vois. Donc, du coup, moi, j'étais dans ce mood-là, tu vois. Et du coup, je me dis, ah ouais, putain, et tout, qu'est-ce qu'il a voulu me faire comprendre et tout, tu vois. Il a t'ouvre les yeux. Il m'ouvre les yeux de ouf et il montre un message. Il montre un message de Zoumana Kamara dans son téléphone qui lui dit, ouais, putain, ton petit cousin, c'est bien ce qu'il a fait et tout. Faut qu'il continue et tout, tu vois. Et en fait, je me rends compte, en fait, il n'y a que moi qui n'ai pas compris à ce moment-là, que j'étais en train de faire un truc de ouf, tu vois. Et du coup, moi, je rentre chez moi, c'est le confinement. Et bah, tu as du temps pour réfléchir, en fait. Et à ce moment-là, tout redescend un petit peu pendant le confinement. Parce que l'année dernière, je t'ai dit grosse année. Et du coup, en fait, moi, je venais de commencer, tu vois. C'est-à-dire que j'étais dans ma lancée, j'avais fait plein de trucs de ouf. Et chez ProDirect, j'avais fait plein de campagnes marketing qui avaient bien fonctionné. J'avais réussi à connecter parce que moi, l'objectif, c'est de faire connaître ProDirect en France. Donc, j'avais fait des gros trucs directement avec des rappeurs, des trucs, etc. Sans forcément demander de budget à mon taf, ce qui était assez exceptionnel parce que j'arrivais à toucher des gros rappeurs juste avec le réseau. Ou bien enfin, j'arrivais à faire des gros trucs sans forcément avoir de budget. Et bah là, en fait, il n'y a plus rien. Et moi, j'avais signé qu'un an chez ProDirect. Et en fait, j'étais un an plus un CDI à la sortie si ça se passe bien. Mais en fait, là, à ce moment-là, le monde du sport, il commence à se casser la gueule. Le monde s'arrête. Tu vois, le monde s'arrête et le monde du sport, vraiment, c'était la folie, tu vois. Et moi, en fait, là, je suis dans un truc de ouf, tu vois. Là, je me dis, wesh, je viens de commencer et ça tombe sur l'année où je commence, tu vois, ce truc-là, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, qu'est-ce que je vais faire? Et là, à ce moment-là, il n'y a pas d'histoire de baisser les bras, tu vois. Là, je me dis, il faut que je trouve quelque chose. Il faut que se passe quelque chose, tu vois. Il ne faut pas que je m'endorme et tout, tu vois. Il faut que je trouve un truc. Et moi, pendant le confinement, je me suis matrixé de ouf, tu vois. Je me suis matrixé. J'appelais beaucoup un pote à moi, qui est plus qu'un pote même, qui s'appelle Mohamed. On s'appelait tout le temps, tous les jours, toute la journée. Et on se matrixait, tu vois, en mode c'est la fin du monde et tout, tu vois. Mais genre, c'est la fin du monde. Si on ne fait pas attention, eh ben, c'est fini pour nous, tu vois. En tout cas, ça va s'arrêter, tu vois. Et on n'était pas resté sur nos acquis en mode... on est bien, on attend que ça passe et on prend du repos. On était en mode, si on ne profite pas de cette période-là pour faire quelque chose de concret, de sérieux, il va nous arriver des galères après, tu vois. Et du coup, moi, j'étais vraiment dans ce mood-là. Et donc, le projet? Et c'est là où ça vient, tu vois. Vista, ça vient là. Ça vient là, je comprends un petit peu ce qu'il a voulu me faire comprendre, Taboulé, tu vois. Et là, je commence à regarder des trucs, des refs et tout, tu vois, je regarde. Et l'idée générale de Vista, c'est quoi? C'est quoi Vista, pour toi? L'idée générale, je suis parti d'un principe simple. Je me suis dit, aujourd'hui, les footeux ne veulent plus parler aux médias. En tout cas, de moins en moins. De moins en moins. Les médias ont du mal à parler avec les footeux. Moi, j'arrive un peu à faire ce truc-là. J'aimerais essayer de faire quelque chose d'assez authentique, d'assez naturel. Et on va essayer de raconter des histoires. Et aujourd'hui, je suis parti aussi d'un truc. Aujourd'hui, le footballeur, on ne se rend pas compte à quel point c'est dur. Tu vois. On le tire dessus assez facilement, on critique assez facilement un footballeur, etc. Alors qu'il y a un lot de difficultés qui est exceptionnel, tu vois. En fait, moi, je voulais redorer un petit peu ce truc-là. Si tu es footballeur, tu joues en Ligue 2, en Ligue 1, peu importe, c'est exceptionnel, tu vois. Et je voulais vraiment les honorer, en vrai de vrai. Je voulais vraiment rappeler aux gens, devenir footballeur professionnel, ce n'est pas donné à tout le monde, et c'est exceptionnel. C'est incroyable. Tu joues en Ligue 2, t'es un super-héros, tu vois. Tu penses avoir réussi à le faire? J'espère, en tout cas. Je sais pas, mais j'espère. Vu ce que je vois, je pense, mais il faut continuer, tu vois. J'arrive jamais à rester sur mes acquis, tu vois. Mais c'était vraiment parti de là, tu vois. Donc, pas forcément chercher les plus gros joueurs. Tous les joueurs ont une histoire. Tu joues en Ligue 2, tu as une histoire. Tu joues en Ligue 1, c'est exceptionnel. Comment tu as fait pour en arriver là, tu vois. Tous ceux qui ont joué au foot, il y en a très peu qui sont arrivés, tu vois. Donc, du coup, je partais de ce principe-là. Le principe de base, c'était ça. C'était de me dire,
les mecs, ils ont galéré quand même, tu vois, c'est dur. Et on n'en parle pas assez, tu vois. Pas forcément que de la galère, tu vois. Même la réussite, elle est dure à avoir, tu vois. On n'a rien sans rien. Et donc, du coup, c'est pas forcément un média dramatique où ça parle que des galères. Mais aujourd'hui, il faut savoir que tous les footballeurs ont une histoire. Tous les footballeurs ont quelque chose à dire et tous les footballeurs sont forcément passés par un point A, B, C, D pour arriver à où est-ce qu'ils sont, tu vois. Donc, du coup, c'est ça que je voulais relater. Et derrière, j'appelle mon réseau, tu vois. J'appelle les joueurs que je connais. Au début, j'appelle Sada Choub, que je remercie énormément, parce que son épisode n'est pas sorti, mais c'est un épisode qui nous a beaucoup aidé, parce que derrière, ça nous a permis de voir ce qu'on devait faire, pas faire. Pilote, quoi. C'était un pilote de ouf. Et du coup, en fait, ça part de là. J'appelle Sada, je lui dis et tout, je lui explique un peu le truc. C'est un mec de Nanterre, etc. Je savais qu'il avait une histoire forte, et personne ne le savait, tu vois. Il a une histoire forte. Et personne n'était au courant, tu vois. Et tu sais, on banalisait un peu le fait qu'un mec comme Sada Choub, il est devenu footballeur professionnel, alors que son histoire, elle est incroyable, mais vraie, tu vois. Tu sais, c'est incroyable. Comment tu fais pour devenir footballeur quand tu as vécu comme ça, tu vois. Comment ça vient, etc. Et c'est ça que je voulais ramener aux gens, tu vois. Et du coup, ça commence avec lui. Et derrière, après, je fais Abdoulaye Diaby. Et de fil en aiguille, après, ça continue, tu vois. Ça part et ça prend. C'est ça. Ça continue et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc, expérience agent. Expérience pro direct dans le marketing. Expérience média. Parce que c'est toi qui es maintenant devant la caméra. Je suis à ta place normalement. Voilà, c'est ça. Et ça te suffit pas. Et là, c'est le monde que tu veux. Le monde. Le monde. Parle-nous du monde. Ça te parle, le monde. Ça me parle. Le monde est à nous. C'est venu de manière archi naturelle. Pareil, moi, comme je t'ai dit, j'ai vécu dans des conditions assez difficiles, entre guillemets, où on n'avait pas forcément beaucoup, etc. Donc, j'ai toujours eu un peu plus que les autres, quand j'étais au centre et tout ça. Et j'avais une animatrice qui s'appelait Christelle. Et moi, j'allais au centre, 8h, 18h30. J'étais le genre d'enfant qui faisait l'ouverture, fermeture, la colonie en entier, tu vois, toutes ces choses-là. J'étais full au centre, tu vois. Et j'aimais trop ça. Et du coup, j'étais tout le temps avec une animatrice qui s'appelait Christelle. Et elle en faisait toujours un peu plus pour moi. Ça veut dire que premier match au parc, c'est elle qui m'emmène. Première fois que je vais à Aqua Boulevard, c'est elle qui m'emmène. Tu vois, des trucs comme ça. Et donc, du coup, en fait, moi, quand j'ai grandi et quand j'ai commencé à voir quelques petites choses, naturellement, comme je travaille avec les enfants, je voulais toujours en faire un petit peu plus. Ouais. Donc, dès qu'on quittait le collège, je les emmenais voir des concerts. Dès qu'on quittait le collège, je les emmenais voir des matchs de foot. Et en fait, je redonnais ce qu'on m'avait donné, tu vois. Et donc, du coup, c'est venu comme ça. Et l'association se crée parce que juridiquement, il fallait que je crée une asso, tu vois. Parce qu'en fait, j'emmenais des groupes de 30, tu vois. Donc, c'est la création de l'association, c'est plus une conséquence. C'est ça. Pour te permettre de faire ce que c'est ça, c'est exactement ça. Même quand j'ai fait le tournoi, il n'y avait pas forcément d'asso et tout, tu vois, je l'ai fait comme ça. Et j'ai ramené des groupes de 30 au Stade de France, tu vois, des 20, 28 enfants. Il y a même ma mère, tu vois, des fois. Pas d'assaut, tu vois, on l'allait comme ça. Et en fait, au fur et à mesure que ça commençait à prendre de l'ampleur, il y a beaucoup plus de petits qui voulaient venir, etc. Tu te rends compte encore une fois qu'il faut te structurer. C'est ça. Donc du coup, moi, tu sais, je fais des choses vite. Et après, derrière, on m'a dit, ouais, mais fais attention, tu vois, tu sais, juridiquement, si t'arrives un pet sur la route et tout ça, c'est bien si t'es assuré, il faut faire une asso. Donc du coup, je fais l'association. Et derrière, le nom, il vient parce que je suis un fan de PNL. J'écoute beaucoup PNL, les ambitions, le monde ou rien, etc. Et du coup, ça vient comme ça. Ça vient comme ça, je crée l'asso et avec l'objectif de leur inculquer un peu la mentale que j'ai toujours, et essayer de les aider, clairement. Donc toujours dans cette optique de rien n'est impossible. Toujours. Et quand toi tu montres que c'est pas impossible, ça devient accessible. C'est ça. Donc le mot d'ordre, c'est toujours ça, tu vois. J'ai beaucoup de phrases que je leur dis tout le temps. C'est la douleur de l'effort est moins forte que celle des regrets, tu vois. Donc je leur dis en gros, allez-y à fond, tu vois. Donnez-vous à fond. Et vous allez voir que la douleur de l'effort, elle sera toujours moins forte que celle des regrets. Les regrets, c'est noir, tu vois. Les regrets, ça tue, ça bousille, etc. Ronge. Et moi, toute ma vie, j'ai tout fait pour ne pas avoir de regrets. Donc c'est pour ça, quand tu me dis que je suis partout, c'est parce que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc quand je fais un truc, j'y vais, je fonce, j'y vais à fond. Et c'est ce que j'essaie de leur inculquer, tu vois. Moi, j'ai une petite question qui te concerne vraiment toi, personnellement. Dis-moi. Tu fais plein de choses. Donc j'imagine que c'est dur en termes de temps, et ça doit être dur à gérer et machin. Tu le fais pour toi ou pour, par exemple, dans le cas de l'association, ou plus pour les petits? Est-ce que c'est toi pour te sentir que tu sers à quelque chose, tu fais des choses, tu es actif, ou vraiment c'est pur partage? Je pense que c'est pur partage. Parce que je compte pas ce que je fais, en fait. Donc moi, en vrai, c'est pur partage à 100% parce que
il y a des trucs, des fois, je les fais et je réalise pas, comme je t'ai dit. Donc moi, le plaisir, des fois, je l'éprouve même pas. Ou je l'éprouve après, tu vois. Donc en vrai, tout ce que je fais, je le fais pour les autres, tu vois. Et même ce que je fais, moi, dans ma vie, tu vois, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, je le fais même pas forcément pour moi, tu vois. Je le fais par rapport à ma mère, tu vois. Et moi, comme je te le disais au début, ma mère, elle m'a toujours poussé à me challenger, elle m'a toujours poussé à faire plus. Donc du coup, moi, tout ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, tu vois, je le fais vraiment pour rendre fier ma mère. Donc même ça, en vrai, quand je fais une interview, des trucs, tout le monde me le dit, Hassan, t'es jamais satisfait, tu vois. Moi, je suis juste satisfait parce que je vais envoyer le lien à ma mère, elle va regarder, elle va être contente, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis juste dans ça. Si elle est contente, c'est carré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, je passe vite à autre chose. Je suis déjà sur un autre truc, tu vois. Et on me le dit souvent, tu vois, Internet insatisfait, etc. Mais moi, c'est vraiment le... Donc, pour répondre à ta question, non, c'est le partage, même avec ma mère, ma femme, mon enfant, mon frère et tout. C'est vraiment pour ma famille, tu vois. Ma famille, et même les petits, je les considère comme de ma famille, tu vois. Mais moi, personnellement, et tout le monde me le dit, il faut que je profite un peu plus, tu vois. De tout ce que j'ai pu faire, tout ce dont je suis en train de te parler. Il y a plein de trucs dont j'ai pas forcément... Pas savouré, ouais. Non, il y a plein de trucs dont j'ai pas forcément savouré parce que je suis déjà passé à autre chose, tu vois. Je suis déjà passé à autre chose et tout, et je sais pas si c'est une manière de me protéger ou si c'est une manière de pas me reposer sur mes acquis, tu vois. Mais je suis toujours dans un truc où je fais, c'est bien, ok, mais je passe à autre chose, tu vois. C'est comme toi, je pense, avec le foot. Ouais, un petit peu honnêtement. Bah, t'es obligé en fait, parce que t'es acteur du truc. C'est-à-dire que tu donnes du plaisir à ceux qui regardent ou ceux qui en profitent, ceux qui vivent la chose. Toi, tu dois faire en sorte que la chose prenne vie, entre guillemets, tu vois. Donc, c'est un rôle différent et qui, au final, bah, c'est peut-être pas toi qui prends le plus de plaisir sur le moment. Mais j'avoue qu'il y a aussi ce côté un peu égoïste qui est de se dire, j'aurais du plaisir à le raconter et à être fier de l'avoir fait. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu pour moi aussi que je le fais, tu vois. J'ai envie d'arrêter ma carrière et pouvoir dire, ok, j'étais un vrai joueur. C'est une réalité. Et moi, quand je me lance en tant qu'agent, j'ai envie d'être le meilleur de tous les temps, tu vois. Donc en vrai de vrai, pareil, quand je me lance dans un truc comme ça, j'ai envie d'être le meilleur, tu vois. Donc oui, je le fais pour moi aussi et de me dire à la fin, j'ai fait les choses bien. Ah, t'as fait du sale, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est vraiment à la fin, tu vois. Mais j'ai ce truc-là en moi, bah, tu vois, c'est la quête d'objectif, tu vois. C'est de me dire, ouais, tu vois, tu l'as fait et t'as fait ça bien. T'es conditionné, quoi. T'es conditionné à aller au plus haut. Ouais, et je me suis conditionné. Je me suis auto-conditionné, on va dire. Mais il y a beaucoup de choses autour de moi qui ont fait que ça a contribué à ça. Et la suite? La suite? Ouais. Je sais que tu t'arrêtes jamais. C'est quoi la suite? Je sais pas. La suite, je sais pas. C'est essayer de consolider tout ce qui a été fait déjà. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de choses, tu vois. Il y a pas mal de choses qui sont émergentes, mais qui sont pas forcément... abouti à 100%. Abouti à 100% ou ancré dans le paysage ou même dans la vie des gens, tu vois, parce que pareil, il y a des responsabilités, tu vois. Moi, je suis en train de prendre un chemin, j'essaie aussi d'aider des plus jeunes, mais derrière, tu vois, quand j'emprunte mon chemin, j'ai toujours un œil dans le rétro en train de regarder si les petits ça va ou pas, tu vois. Et quand je m'engage dans un truc comme ça, je le sais que ça ne va jamais s'arrêter, entre guillemets, parce que tu peux pas t'arrêter en chemin. Quand tu parles à un petit et que tu lui dis que tu vas l'aider, etc., que quand tu fais toutes ces genres de promesses-là, c'est une responsabilité de ouf, tu vois. Et ça, j'en suis conscient grave. Donc ça veut dire que je sais que ça va pas s'arrêter, j'espère en tout cas que ça va pas s'arrêter. Et tout en essayant de continuer à faire ce que je fais, tu vois. Donc l'objectif, c'est vraiment essayer de tout stabiliser, de tout consolider et de continuer, tu vois. De continuer, ne pas se fixer de limites. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui a permis d'être devant le micro de Balle au Centre pour ma première interview. Mais c'est ça, entre guillemets. Ma vista me dit que la suite se passe beaucoup plus bas sur le globe. Elle se passe au Sénégal. Et j'espère en tout cas. Donc je veux t'y voir. Je veux passer du temps avec toi là-bas. J'espère qu'on fera des grandes choses. Ça, c'est l'objectif final, on va dire. Enfin, final carrément? Pas final, mais ce serait en tout cas une très grosse croix cochée, en tout cas. Parce que j'y tiens énormément et tu le sais, de toute façon, on en parle souvent. Énormément même, et j'aimerais énormément en tout cas. Et là, je pense que j'éprouverai énormément de plaisir.
sur l'instant, direct. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est tout le mal qu'on te souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Je te remercie pour ce temps. Merci à toi. Je sais pas s'il va sortir en une fois parce que parce qu'on peut parler des heures et des heures, toi et moi. Sachant que j'ai raccourci beaucoup de choses. Exactement. Mais en tout cas, un très très grand plaisir. Merci d'être venu. Merci à toi. Tu m'as fait parler de choses dont j'ai jamais parlé. Donc ça fait plaisir d'en parler et surtout devant toi parce qu'on se connaît très bien. Très bien. Très très bien même. Et donc du coup, moi, c'est un plaisir total. Et j'ai un petit mot aussi pour Balle au Centre. J'espère que ça va continuer comme ça parce que j'ai vu les prémices, j'ai vu comment ça a commencé. Et je suis très content de voir l'évolution et de voir que tout se passe encore mieux que ce que j'avais imaginé parce que ça, je ne l'avais pas anticipé. Et surtout en famille. De ouf. Bako, ça a des valeurs. Toi, tu le sais plus que quiconque. On tient à aller loin, à aller haut, mais entre nous, en famille, entre gens bien. Entre gens bien. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que vous aurez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir. Abonnez-vous, partagez, likez, activez la cloche. Et puis, partagez, c'est important. C'est important. Sinon, Ismaël va se fâcher. C'est ça. Ciao. Merci beaucoup.